Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc je refais cette vidéo pour dire au secours en fait, au secours. Vous voyez qu'en écologie, il n'y a rien qui avance. Et partout où je pose les yeux, partout où je vais, en fait, c'est toujours le même scénario. On a une pollution des sols. C'est catastrophique ce qui se passe en fait. La totalité des sols en Île-de-France sont complètement corrompus. Faut vraiment aller dans des portions de forêt encore qui sont restées vierges entre guillemets, pas de la présence de l'homme en tout cas, mais de la dégradation occasionnée par l'homme. Mais c'est réduit à peau de chagrin, hein, c'est réduit à peau de chagrin. Et de toute manière, c'est dans des proportions qui font que c'est pas suffisant et que ça ira que en se dégradant. Hein. Vous savez que quand quelqu'un a été brûlé dans un incendie, s'il a été brûlé, si 80% ou ne serait-ce que 60% de la surface de son corps ont été brûlés, ses chances de survie sont vraiment amoindries. Et même s'il survit à ça, dans quelles conditions il va continuer à vivre et puis de toute façon c'est sûr que sa longévité va être affectée, hein, c'est indéniable. Donc on peut pas transformer un enterrement en conte de fées. C'est exactement ce qui se passe sur la surface du globe. On brûle, on saccage, on détériore jusqu'à l'oxygène. La qualité de l'air est détériorée, la qualité de l'eau est détériorée. Alors là, on avait vraiment fait fort, mais bon, moi je le savais tout ça. Hein. Alors vous allez vous dire, tiens, celui-là, il a un melon gros comme ça, un ego surdimensionné. Eh ben non, en fait, non. Non, j'en ai marre, parce qu'en fait, ça fait des années que je le vois. Quand j'étais petit, je voyais déjà du plastique autour de moi. On allait dans des mares, et d'année en année, on voyait des sacs en plastique qui s'accumulaient dans ces mares. Même quand elles étaient isolées, hein, on se disait, tiens, c'est pas possible que le plastique il arrive là, mais si, parce que les gens sont sales, et puis il y a le vent aussi qui draine la saleté des gens, enfin bref, ça se répand. J'ai vu les grenouilles disparaître, j'ai vu les poissons disparaître. Alors les poissons ont disparu avant les grenouilles, hein, dans les étangs, les machins et tout. Hein. Moi j'ai connu une époque, encore je me répète, il y avait des rivières avec des poissons dedans. Pas tout le temps les mêmes poissons. Il y avait avant il y avait des espèces de poissons certainement qui ont disparu de France et on voyait des poissons, les rivières grouillées de poissons en fait, et plein d'espèces de poissons. Il faudra que je sache où était cette rivière quand j'étais gosse. Et les grenouilles, bon, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est alarmant. Hein. Les grenouilles, elles ont commencé à disparaître il y a à peu près 25 ans, il y a un peu moins de 30 ans, donc ça aurait dû alarmer les pouvoirs publics, la disparition massive des amphibiens en France, parce que si les amphibiens disparaissent, forcément, irrémédiablement et indissociablement, forcément, c'est qu'il y a un problème d'eau, d'humidité au niveau des sols, voyez. Et donc, moi j'ai vu l'eau qui a été... je n'appartiens à personne de vanter ses mérites, mais je trouve que je suis assez observateur. En tout cas, le fait que je sois observateur et que je sois... c'est dû à ma curiosité, en fait. Je suis quelqu'un qui pose le regard quelque part, se pose 1000 questions, en fait, sur tout ce que je vois, tout ce que mon œil percute. Eh bien, je vais me poser des questions. Là, je regarde des parpaings, je vais me demander où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué. Mais je le sais déjà, parce que je l'ai appris en me documentant. Mais voilà comment je suis fait. Et c'est ça qui fait que je cherche toujours la petite bête et qui peut laisser paraître que j'ai une longueur d'avance sur les autres. Mais pas du tout. Et donc, voilà, la pollution de l'eau. C'était clair que ça allait de mal en pire, parce que je vous parle de l'urbanisation. L'urbanisation, c'est vraiment la mère de tous les maux, hein, de tous les maux de la planète. L'urbanisation, en fait, elle va de pair avec la démographie humaine, et en fait, à chaque fois que la démographie augmente, l'urbanisation augmente. Et vous voyez en France, il y a un travail de sape qui est fait, hein, il y a vraiment un travail de détérioration de la nature volontaire qui est faite par sa capitalisation. Et en fait, surtout le refus d'admettre. Et puis la malhonnêteté des gens, parce que moi j'entends des fois à la radio comment expliquer ça, des journalistes qui glorifient en fait le fait que les forêts privées en fait soient, on le sent dans leur façon de parler, dans leur élocution, leur enthousiasme, on sent un enthousiasme, ils glorifient ça en fait, hein.
le fait que les propriétaires privés, vous savez, en France, la plupart des forêts appartiennent à des propriétaires privés. Et ces cons-là, vous savez ce qu'ils font? Ils n'ont rien trouvé de plus malin que de capitaliser leur forêt, c'est-à-dire faire pousser, sélectionner des arbres qui poussent au sein de leur forêt, des chênes, entre autres, hein, et ils les abattent, et après ils les revendent. Mais en plus, pas si cher que ça. Ils les revendent à des... Voilà, alors, j'ai rien contre les Chinois, hein, j'aime beaucoup les Asiatiques. Enfin, j'ai rien contre eux, hein, j'ai pas d'embrouille avec ces gens-là, avec personne. Mais c'est vrai que souvent, on retrouve ça dans des salons de Chinois nantis, des gens riches, aussi aux Émirats, et puis certainement aux États-Unis. Hein. C'est pas tout le temps... voilà, aux quatre coins du globe, on retrouve en fait des riches qui vont inciter en fait qui participent à la dégradation de la nature, et sciemment, hein, ils le font sciemment. Aujourd'hui, on peut plus dire que quelqu'un n'est pas au courant. Et donc, tout ça, c'est une malhonnêteté des pouvoirs publics, parce qu'il existe des solutions. Il existe des solutions, c'est très facile à trouver. Il suffit de se mettre autour d'une table, tous ensemble. On en discute 10 minutes. Je vous assure qu'au bout de 10 minutes, on a trouvé une solution pérenne et viable, et bien meilleure que celle qui nous propose. C'est corrompu. Et donc, pour en revenir à la disparition des grenouilles, la pollution des eaux, mais ça crevait les yeux. Je veux dire, moi, j'ai remarqué il y a 20 ans, je regardais déjà les réseaux routiers qu'il y avait en France, le goudron et la qualité des sols, la dégradation des sols. Et forcément, vous vous dites, quand il pleut, l'eau, c'est le premier cheminement, c'est le sol. Donc elle percute le sol, elle va drainer, elle va donc être souillée par tout ce qu'il y a sur le sol. Donc on sait que quand elle touche des routes, vous avez vu la surface. Je serais curieux, qu'un d'entre vous, s'il a envie de le faire, mais un jour je le ferai. Je suis capable de le faire. D'ailleurs, je peux téléphoner directement peut-être à la DRIR ou à des organismes comme ça pour le savoir. Que représente la superficie du goudron en France, en comptant les routes et puis les parkings et tout? Mais forcément, vous imaginez bien que quand l'eau percute le goudron, déjà elle est salie par le goudron, elle est souillée par le goudron, mais ensuite par l'usure, les molécules de pneus, donc de caoutchouc qui sont laissées sur le sol, et puis plein d'autres choses. Parce que le goudron, c'est une matière qui n'est pas naturelle, ça cuit en fait, voilà, le cycle de la nature, tous ces petits agents nettoyeurs dont je vous parlais dans une autre vidéo précédemment, tous ces petits agents nettoyeurs ne sont plus actifs sur les surfaces que l'homme a créées, comme le goudron, le béton, la tôle. Donc, toutes ces matières, tous nos microbes ne sont plus retraités une fois qu'ils tombent sur ces surfaces urbaines. Et donc, l'eau, en plus de produits chimiques, draine des tas de choses, en fait, de saleté. Elle va les drainer dans le sol. Le sol n'a plus cette qualité en fait puis de toute façon le sol il peut nettoyer jusqu'à un certain seuil. Quand l'eau est vraiment trop dégueulasse, le sol peut plus nettoyer, surtout quand le sol lui-même est appauvri de ses organismes, quoi. Je veux dire, donc quand on voit la qualité des sols, la dégradation des sols, le goudron et tout, enfin bref, vous doutez bien que quand ça atterrit, cette eau, quand elle atterrit dans les nappes phréatiques, pour ce qu'il en reste, vous voyez bien que ça doit faire... C'est des égouts, en fait. Hein. Ce sont des égouts, finalement. Donc, fallait pas être une lumière pour anticiper et le comprendre, quand même. Vous comprenez? Ce sont des gens, soi-disant, qui ont fait des études, à qui on a confié la gestion de ces choses-là, et apparemment, personne n'a vu rien venir, quoi. Alors que moi, depuis que je suis gosse, je me pose la question, et je me gratte la tête en regardant ça, quoi. Alors, il y a autre chose aussi. Le cheminement de l'eau, l'eau ne s'écoule pas pareil. Avant, quand elle tombait sur la France, elle tombait de façon homogène, elle pénétrait le sol de façon homogène. D'accord? Peut-être pas partout pareil, parce qu'il y a des sols qui sont calcaires, d'autres qui sont argileux et tout, donc l'eau forcément avait toujours un cheminement par rapport à la configuration des lieux, par rapport à la capacité de pénétration des sols, par rapport à la matière dont ils sont faits, des matières naturelles toujours, hein, selon l'argile, la glaise, selon le calcaire, et puis des zones, même des matières, des minéraux que je ne connais pas. Bref. Des spécialistes pourront nous le dire, l'eau ne pénètre pas forcément toujours de la même façon, mais en tout cas, elle pénètre, on va dire, globalement de façon homogène. Mais là, avec toute cette urbanisation, l'eau ne pénètre plus de façon homogène sur le territoire. Et c'est pareil, ça, fallait pas être une lumière quand même pour le comprendre et l'anticiper. Alors, quand on construit des autoroutes, quand on construit toutes ces surfaces urbaines, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve des cheminements qui ne sont plus naturels, et elle va s'écouler toujours aux mêmes endroits. Toujours aux mêmes endroits. Donc forcément,
on a des zones qui sont complètement imperméabilisées et qui ne reçoivent plus de flotte, vous êtes sûr et certain que les zones qui, comme par exemple, un exemple, hein, Charles de Gaulle, vous imaginez, pour faire rouler les avions, le poids des avions, des poids lourds et tout, je pense qu'il y a des endroits où il y a peut-être 2 mètres de béton, hein, en cumulant le béton et le goudron. Donc, vous pensez bien que l'eau ne passe plus par là. Elle ne passe plus du tout de la même façon. Alors là, je vous ai cité le pire exemple, mais il y a plein d'endroits où les camions, les plateformes par exemple, je ne veux pas citer des grandes enseignes qu'il y a en ce moment, mais où on réceptionne beaucoup de poids lourds, de camions et tout. C'est des dalles qui font presque 1 mètre, hein, d'épaisseur pour pas qu'elles soient endommagées, pour qu'elles résistent au poids des camions. Et donc l'eau ne pénètre plus dans ces zones-là, alors qu'avant elle y pénétrait. Donc le réchauffement climatique, il vient aussi de là. Il vient surtout de là. Parce qu'en fait, toutes ces zones ne sont plus approvisionnées en eau, elles ne peuvent plus restituer l'eau. Et comme je l'avais expliqué dans une autre de mes vidéos, dans une vidéo précédente, la Terre c'est un rond, c'est une boule, grosso modo, hein, même si elle n'est pas parfaite. La nuit, en fait, elle est tournée du côté du cosmos, et donc elle se décharge de ses calories la nuit. Et les forêts qui se déchargent aussi de leurs calories, elles ont un double rôle, les forêts, en fait. La nuit, elles peuvent conserver une certaine chaleur, ce qui fait que les animaux vont pouvoir s'y réfugier et survivre. Il va peut-être faire des fois, peut-être 3 ou 4 degrés, je dirais pas plus de 3 degrés de moins dans la forêt, parce qu'il n'y a pas le vent qui vient, qui vient échanger qui vient décharger les animaux de leurs calories au sein de la forêt, donc il y a une protection. Mais en contrepartie, la journée, cette forêt, elle sert de climatiseur naturel, c'est-à-dire que les vents chauds, en traversant la forêt, se déchargent de leurs calories et ils se rechargent en humidité forcément. Et donc, quand on abat ces forêts et quand il n'y a plus les forêts aussi, enfin, je vous l'apprends pas, il y a aussi une humidité qui est préservée, qui est conservée dans les forêts. Et donc, quand on a remplacé ces forêts par des sols stériles et fait de béton, d'enrobé, enfin de goudron quoi, et puis de concassé. J'en ai autour de moi. Bon, je peux pas vous montrer parce que c'est une entreprise, donc je veux pas les pénaliser parce qu'ils y sont pour rien. Ils font partie d'un système qui est pourri, hein, dont je fais aussi moi-même partie. Regardez, je peux pas le nier, c'est indéniable. Je suis dans un camion qui casse le monde. Je fais un métier qui détruit le monde. C'est aussi pour ça que je peux en parler. Mais moi, ma colère et le ras-le-bol, il vient du fait qu'en fait, on est dirigé par une bande de bons à rien. Ce sont des bons à rien, pour rester poli. Et c'est vertigineux, le degré d'incompétence de ces gens-là. Et là, ce qui est le plus grave dans tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte de tout ça. On le sait aujourd'hui. On le sait, mais il n'y a rien qui est fait. Hein. Il n'y a rien qui est fait. Les journalistes sont toujours en train de glorifier le fait qu'il y ait des propriétaires privés qui font de l'abattage dans leur forêt et qui remplacent par des arbres qui n'y ont pas leur place, des arbres d'autres pays. Donc on dénature complètement les forêts. Et ça, c'est sûr, à coup sûr, ça aura un impact sur la faune. Parce que la faune, elle ne peut pas s'acclimater comme ça du jour au lendemain. Vous savez, c'est des millions d'années d'évolution, des millions d'années d'évolution. C'est 50 millions d'années d'évolution. La France, c'est 30 millions d'années d'évolution minimum. C'est énorme. Quand bien même ça ne serait que 15 millions d'années d'évolution, on peut pas changer les choses comme ça. On peut pas jouer aux alchimistes et ben, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Et donc, voilà, moi je veux vous sensibiliser par rapport à ça. Le problème de l'eau qu'on a en ce moment, c'est exactement comme les autres problèmes. On a souillé la terre, la pollution de la terre, de l'air. C'est des trucs c'était gros comme le nez au milieu de la figure. Et les gens qu'on a payés, qui en plus ont un ego, eux par contre, ils ont un ego surdimensionné, parce que vous retournez 30 ans en arrière, vous leur dites tout ça, mais ils vont vous envoyer chier, quoi. Ils vont vous dire, mais t'es qui, toi? T'as pas de diplôme, t'es rien. Tu n'as rien à nous apprendre. Et regardez le monde qu'ils nous ont laissé, c'est bons à rien. Donc, je dis pas que les gens qui sont diplômés sont forcément des bons à rien, mais mal orientés, ils ne servent à rien. Ils nous pénalisent encore plus. Bon, je vous dis à bientôt. J'ai bientôt dépassé mon temps. Je vais refaire une autre vidéo. À bientôt.